Bonsoir, on se retrouve pour la suite de ce Mediapart Live et on va parler d'un sujet difficile, d'un sujet grave, puisqu'on va évoquer des mains arrachées, des visages éborgnés, des corps blessés par des lancers de grenades par des policiers ou des gendarmes ou par des tirs de flashball. Donc on va accueillir sur notre plateau des personnes qui ont été blessées, la mère d'un jeune homme dont la main a été arrachée, et puis une secouriste qui va nous parler un peu des manifestations et de la violence qui s'y déroule. Et juste avant, pour parler peut-être de la responsabilité de l'État et de la responsabilité des forces de sécurité, on va discuter quelques instants avec Karl Lasque. Bonsoir. Bonsoir. Tu es le journaliste à Mediapart spécialisé sur ces questions de maintien de l'ordre et de violence policière. Et tu étais déjà présent il y a un mois sur le plateau, le 12 décembre, pour parler déjà de la responsabilité de l'État, de la stratégie qui est choisie pour ce maintien de l'ordre. Et tu décrivais une escalade de la violence, en fait. Donc, tout simplement, aujourd'hui, le 16 janvier, un mois plus tard, où en est-on et comment est-ce qu'on peut décrire la situation et comment est-ce qu'elle a évolué ? En fait, l'escalade s'est poursuivie. C'est la grande surprise, parce que c'est vrai que à l'émission précédente, donc il y a un mois, on alertait en particulier sur le fait qu'il y avait des tirs de flashball devant les lycées. Il y avait eu 5 blessés par flashball cette semaine-là. Et en fait, ça a continué. C'est-à-dire que les forces de l'ordre, j'ai envie de dire entre guillemets, ont continué à utiliser les lanceurs de balles de défense, les flashballs, les grenades, et à tel point qu'on arrive quand même à une situation finalement complètement hallucinante en termes de bilan humain et de victimes, puisque c'est de ça qu'il faut parler, hein, avec, en gros, hein, il y a des estimations différentes, mais il y a une comptabilité qui a été faite par Libération il y a 2 jours, qui parle de 94 blessés graves, dont parmi les 94, 14 personnes qui ont perdu un œil, des personnes touchées dans leur grande majorité par des tirs de flashball et aussi par des grenades de GLI-F4, donc qui contiennent du TNT. Donc, simplement ça, ces chiffres donc de presque 100 personnes blessées, c'est depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, le 17 novembre, en gros. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Hein. C'est-à-dire qu'on a en fait un bilan humain qui est plus lourd que le bilan qui a été fait, par exemple, de l'utilisation des flashballs et du lanceur de balles de défense sur 17 ans. Hein, il y a une ONG qui s'appelle A4 qui a fait la comptabilité des blessés. Il y a 46 blessés de l'an 2000 à l'an 2017 par flashball et là on arrive en 2 mois, on arrive à plus de 100 et encore on n'est pas sur des chiffres très consolidés entre guillemets, on sait qu'il y a des centaines de blessés qui sont touchés aussi par des tirs plus légèrement avec des hématomes, etc. D'accord. Et donc comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres qui sont donc inédits ? Alors, ce qu'il faut pointer, ce qu'on pointait déjà, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la stratégie policière, évidemment. Christophe Castaner a dit assez vite, après la manifestation, qui était une manifestation effectivement violente, avec une confrontation, un niveau de confrontation important avec les manifestants. Là, on parle de début décembre, le 1er décembre. Ouais. Il y a eu un revirement entre guillemets tactique, c'est-à-dire qu'on a un ministre qui a dit voilà, on change de stratégie, on ne reste plus statique, on va donc au contact et on va avec les instruments dont on dispose, c'est-à-dire effectivement les flashballs et les LBD. Et là, on a vu sur le terrain très très vite en fait ce changement effectivement s'opérer, c'est-à-dire qu'on a des policiers, beaucoup de policiers en civil, mais des unités aussi évidemment de gendarmes mobiles et de CRS, mais essentiellement de policiers en civil qui interviennent au fond pour disperser les manifestants plus que pour opérer, je dirais, un ciblage d'un émeutier, etc. Et là, je crois qu'on peut constater qu'il y a un complet détournement de la réglementation, de l'usage de ces armes, etc., qui prévoit quand même un certain nombre de choses. Déjà interdire le tir, les visées à la tête,
totalement prescrites par le règlement. Par ailleurs, s'assurer que des tiers ne peuvent pas être touchés, c'est-à-dire que voilà, et on est avec des armes. Effectivement, j'ai amené une balle en caoutchouc. Entre guillemets, c'est plus qu'une balle en caoutchouc, c'est le projectile de la LBD. Donc il y a un socle en plastique qui part également. C'est quand même assez lourd, et ça part, c'est projeté en plastique, quoi. Et c'est projeté à 300 km/h quand même. Hein. Donc, effectivement, le tir rapproché est extrêmement destructeur. Et puis même le tir à 50 mètres, potentiellement l'est tout autant pour les yeux, enfin pour la tête, quoi, quand on est blessé à la tête. Et on peut donc ça, juste, je termine. Et ça, c'est des choses qui ont déjà été dites, qui sont connues des autorités, puisque le défenseur des droits, l'an dernier, il y a un peu plus d'un an, avait demandé qu'on interdise, au terme d'une instruction sur la dangerosité de ces matériels destinés à servir entre guillemets de force intermédiaire, enfin d'armes intermédiaires entre le bâton et l'arme réelle. Il avait conclu qu'il fallait interdire le LBD, le flashball, dans les contextes de maintien de l'ordre, parce que dans une foule, on ne peut évidemment pas, avec ce type d'armes, les gens bougeant, les gens se déplaçant, on est nécessairement, avec ce type d'outil en main, en position de blesser un tiers. Ouais, au point où, il y a quelques heures, le directeur général de la police nationale a refait une instruction officielle en direction de tous les policiers pour dire on vous rappelle que les flashballs et les lanceurs de balles de défense, donc c'est ce que tu as montré, on ne peut pas viser la tête, on ne peut pas viser de trop près. Enfin, il a rappelé ce qui sont les règles, ce que sont les règles, mais donc ça sous-entend fortement qu'ils sont conscients que les règles sont bafouées. Donc, alors on a quand même là actuellement 200 signalements qui ont été adressés à l'IGPN, donc ça donne quand même un niveau aussi de préoccupation par rapport à ça, que évidemment le patron de la police nationale ne peut ne pas connaître. Et on a, je crois, 78 enquêtes déclenchées par le parquet. Ouais, d'accord. Donc l'autre point qui évidemment est posé aujourd'hui, c'est celui de la responsabilité politique et de l'enquête sur le phénomène, je dirais, national. Parce qu'on n'a pas que des blessés à Paris, on a des blessés effectivement à Bordeaux, à Toulouse, dans le centre de la France, etc. Et là, je crois qu'il faut vraiment que si nous, aux médias, on peut y contribuer, en tout cas, je crois qu'on va le faire, à ce qu'une enquête d'ensemble soit menée par une autorité indépendante. Alors, est-ce que c'est une commission d'enquête parlementaire ou un organisme international qu'il faut saisir? Mais je crois que l'autorité politique, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre doivent répondre à un moment donné des instructions qui sont données et des dégâts qu'elles font. Tout à fait. Alors tu parles d'instructions, on peut signaler qu'aujourd'hui tu publies un article où tu as découvert que le patron des CRS donnait pour instruction à ses troupes de sortir dans les manifestations avec, pour chaque unité, 2 fusils d'assaut, ce qui est quand même... Voilà, plus qu'il est dit, des fusils d'assaut, on n'est pas dans le lanceur de balles de défense, on est dans les armes à feu, quoi, dans les armes de guerre. Tout à fait, ça c'était la nouveauté de la dernière manifestation de samedi. Hein. Les manifestants ont vu des CRS portant un fusil d'assaut, donc avec des tandems de policiers qui faisaient un peu des rondes autour des camions. Et donc on a révélé effectivement ce téléx du patron du directeur des CRS qui a décidé d'engager ce matériel qui est évidemment par nature extrêmement délicat à manipuler et dangereux. Il a donné l'ordre à toutes les unités CRS de France de les déployer à l'occasion des manifestations Gilets jaunes. Et donc on n'est pas dans un contexte attentat, on est vraiment dans un contexte au fond de militarisation des unités de police qui interviennent, de la même manière que le ministre de l'Intérieur avait fait déployer des blindés de la gendarmerie à Paris. Donc on est dans la même dynamique, qui est une dynamique plus qu'inquiétante et qui n'est pas une dynamique de désescalade. Okay. Et on peut signaler que le ministère de l'Intérieur n'a pas répondu à tes questions sur ce point qui est quand même assez préoccupant. Et je te remercie beaucoup, Karl. On va accueillir nos invités, mais justement avant, on va regarder comment le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, répond quand on lui parle des violences policières. Où en gros, il dit qu'il n'y a aucun souci,
Donc on regarde la vidéo et puis ensuite on en parle avec nos invités. Et merci beaucoup, Karl. Merci. On regarde. Alors, par contre, en revanche, il y a des gilets jaunes qui disent aussi qu'il y a des violences commises par les forces de l'ordre. Est-ce que celles-là resteront impunies? Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Et donc, quand elles sont effectivement acculées, elles utilisent des moyens. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. À l'inverse, j'ai vu des manifestants attaquer systématiquement nos forces de sécurité et attaquer aussi des journalistes. On l'a vu dans ce département, on l'a vu dans la région, je pense aussi à eux. À ce propos, Amnesty International dénonce l'utilisation des flashballs. Moi, vous savez, chaque fois qu'il y a une plainte, elle fait l'objet d'une instruction. Et c'est normal. Nous devons à la fois l'exemplarité et la transparence. Ensuite, il faut bien avoir en tête que face à de la violence extrême, il faut des moyens de défense. Et que le simple fait d'avoir un uniforme, pendant longtemps, a annulé la violence, parce que les gens respectaient cela. Maintenant, on a des gens qui viennent provoquer, qui viennent attaquer, qui viennent agresser, voire même tuer. Ce qui s'est passé, par exemple, sur les Champs-Élysées à l'Arc de Triomphe, et les témoignages que j'ai pu entendre, c'est la volonté de tuer les forces de l'ordre. Donc il leur faut des moyens de défense. Il y a une doctrine d'emploi, il y a des moyens de défense proportionnés, mais si jamais c'est utilisé de façon disproportionnée, il faut des sanctions. Et là-dessus, j'attends de mes forces de l'ordre de l'exemplarité. Donc voilà pour la déclaration du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Alors, entre-temps, nos invités se sont installés. Alors, je vais les présenter. Je vais commencer par vous, Lola Villabroga. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiante et vous avez subi un tir de flashball à Biarritz le 18 décembre. Ouais. Pendant une manifestation en marge d'un déplacement de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Ouais. Okay, on va discuter, bien sûr. Antoine Boudinet, bonsoir. Vous êtes étudiant et vous avez perdu votre main. À la suite d'une manifestation en ramassant une grenade à Bordeaux le 8 décembre. Et donc vous avez malheureusement dû être amputé. Ouais, et c'est rien à sauver. Voilà. Mais c'était dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Alors non, à la base, j'étais à la Marche pour le climat. D'accord. Et à l'époque, j'étais pas vraiment dans le mouvement des Gilets jaunes. Je ne connaissais pas enfin, je le regardais de loin. Et effectivement, depuis, j'ai appris à y aller. Mais sur ce moment-là, j'étais avec la Marche pour le climat et on s'est tous rassemblés. D'accord. C'est dans ce cadre-là. Donc, alors, le même drame est arrivé à votre fils, Dominique Pontonnier. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc, votre fils Gabriel a aussi perdu sa main. Je regarde mes notes pour ne pas me tromper dans les dates. Non, il était mutilé, il a perdu 3 doigts. D'accord, il a perdu 3 doigts. Et donc c'était le 24 novembre à Paris. Vous étiez venu à Paris pour manifester dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Tout à fait. D'accord, donc on va en parler aussi. Pour faire voir qu'il y avait des gens, en fait, puisque toutes les caméras sont fixées sur Paris. Tout à fait. Et non pas sur la province. D'accord, merci beaucoup, on va discuter. Et puis pour notre dernière invitée, Anaëlle. Bonsoir, vous êtes étudiante en sociologie, mais vous êtes là parce que aussi vous êtes street medic, c'est-à-dire secouriste volontaire dans les rues de Paris pendant les manifestations depuis déjà plusieurs années. Depuis la loi travail. Ok, très bien. Écoutez, est-ce que, là on vient d'entendre le ministre de l'Intérieur dire en gros, enfin pas en gros, dire je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué un gilet jaune, et dit par ailleurs que les armes utilisées sont, je cite, des moyens de défense de la République. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut réagir à ces propos? Peut-être Antoine Boudinet. En vrai, évidemment, je remettrai un peu en cause le côté qu'il n'y a pas eu d'attaque faite. Mais à mon avis, et ça n'engage que moi, mais c'est pas vraiment le débat, en fait. Effectivement, le débat est plus porté sur la dangerosité des armes qui sont mises à disposition, quand on sait notamment que c'est pas rare qu'il y ait des gens qui ramassent ces grenades, qu'il y ait des gens qui se les prennent souvent, qui se prennent souvent les flashballs en pleine tête. Pour moi, voilà, c'est là qu'est le vrai problème, c'est le fait qu'on utilise et qu'on mette à disposition des armes dont on sait qu'elles sont dangereuses et dont on a vu qu'effectivement, voilà, c'est pas des pertes anodines, quoi. Tout à fait, elles mutilent, ces armes qui mutilent et qui. Déjà, c'est trop, mais... Tout à fait. Et là, on est malheureusement bien plus qu'un cas en 2 mois, quoi. C'est ça. Et alors, si je ne m'abuse, vous avez porté plainte contre, en gros, l'État. Oui, alors c'est le service de l'État. Voilà, c'est ça. C'est une plainte contre le ministre de l'Intérieur, effectivement, M. Castaner, ainsi que le préfet de police,
Non, le préfet de Gironde, pardon. Et parce que voilà, c'est eux qui sont responsables de la mise à disposition de ces armes et des ordres qui sont donnés aux forces de l'ordre. Et en vrai, peu m'importe de savoir si, moi personnellement, peu m'importe de savoir si les policiers sont violents ou pas. Le problème, c'est que quand on a à disposition de telles armes, c'est sûr qu'à un moment, il peut se passer quelque chose qui va... Voilà, même s'ils étaient de mieux intentionnés du monde, c'est sûr qu'à un moment, il y aurait des accidents. Et voilà, je ne devrais pas avoir le dire à voix haute, mais on ne jette pas des explosifs sur les gens. Malheureusement, effectivement, il faut le dire à voix haute aujourd'hui. Oui, apparemment. Lola Villabroga, quand vous entendez que c'est des moyens de défense qui sont utilisés, comment vous réagissez? Parce que je peux rappeler que vous étiez, d'après votre récit, vous étiez donc à Biarritz, debout sur un banc, en train de filmer avec votre téléphone, sans être menaçante, sans porter de masque, de cagoule, de batte de baseball. Comme personne d'ailleurs qui était présent. Voilà. C'était absolument pacifique et pas de situation de chaos. Et il y a eu un usage totalement disproportionné du flashball. Quoi. Vous avez été visé au visage, quoi. Ouais. Et donc avec des fortes des fractures, plusieurs opérations, j'imagine. Triple fracture, oui, de la mâchoire et une opération pour l'instant et une future pour enlever la ferraille. Okay. D'accord. Et qu'est-ce que vous inspire les mots du ministre, donc en gros les mots du gouvernement, qui ne s'excuse pas, qui pour l'instant ne reconnaît pas? On est dans un déni pour l'instant. C'est ça, on est dans un déni total et je trouve ça totalement... c'est alarmant en fait de voir qu'on est ignoré alors que pourtant c'est tellement gros. Et pour l'instant on n'a pas eu de mots de personnalité qui est censée représenter du coup. Tout à fait. C'est vrai que pendant plusieurs semaines, même dans la plupart des médias, il n'y a pas eu de récits, d'enquêtes sur ces faits de violence policière. Donc les choses commencent tout doucement à bouger. Il y a des articles qui arrivent, des reportages télé. Donc le sujet commence à monter. Mais c'est vrai que pendant longtemps, pendant de longues semaines, c'était pas du tout au cœur de la conversation nationale, on va dire, sur ce mouvement. Absolument pas. Et alors, Dominique Pontonnier, je ne sais pas si vous souhaitez réagir quand vous entendez le ministre parler. Nous, on est allés en famille pour déjà le service public, mais aussi pour représenter des gens qui sont invisibles. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que nous-mêmes, on est invisibles. Ouais. On est invisibles, on n'existe pas. Dans le discours officiel, vous n'apparaissez pas? Non. Enfin, je sais pas. J'ai pas l'impression. Voilà. C'est ça. C'est ça. On est des invisibles. Okay. Et... Négligeables. Tout à fait. Et Anaëlle, vous qui avez une expérience de plusieurs types de manifestations, plusieurs mouvements, comment est-ce que vous voyez ce traitement policier du maintien de l'ordre? Le traitement policier, il est inhumain. C'est-à-dire que, sans parler des déclarations du ministre, les policiers, pendant un moment, au début 2016, pendant le travail, tentaient d'avoir une forme de dialogue avec les manifestants. Aujourd'hui, le dialogue, il se fait à la grenade, au flashball, avec des blindés, des canons à eau sur des blessés. Il y a une rupture totale du dialogue, il y a un déni de la réalité qui est profond de la part du ministre et d'une partie de la classe politique. Et il y a aussi c'est un déni total de la réalité de ce qui se passe et un manque de considération profond pour les gens parce que des victimes des violences policières, il y en a depuis toujours. Et des victimes des violences policières en manifestation, il y en a beaucoup trop, depuis trop longtemps, avec des armes qui sont dangereuses. Ils le savent que ces armes sont dangereuses, qu'elles sont semi-létales pour le lanceur de balles de défense et que ça ne devrait pas être utilisé dans ce cadre-là et même ne pas exister tout court quand on voit les dégâts que ça fait. Je trouve que Castaner, quand il dit qu'il n'y a pas de violence policière, il est dans un déni complet de ce qui se passe et surtout, il manque de respect à tous ceux qui vivent la réalité et puis il ment
à ceux qui ne voient pas cette réalité-là, ceux qui ne sont pas allés dans les manifestations, ceux qui ne regardent pas les informations, il leur ment en vendant une espèce de discours parfait où tout va bien dans le meilleur des mondes. La réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont mutilés, qui sont blessés, qui sont traumatisés aussi. Parce que ce qui se passe partout en France quand il y a les gilets jaunes, pour ne parler que de ça, c'est ultra violent et c'est traumatisant aussi sans être blessé physiquement. Psychologiquement aussi, c'est extrêmement dur à voir, à vivre, à entendre. Donc, il ne devrait pas se permettre de dire ces choses-là. Vous êtes street medic, secouriste de volontaires, dans une manifestation à Paris depuis les contestations de la loi travail en 2016. Est-ce que vous avez vu une évolution des moyens déployés par les forces de sécurité? Totalement. Pendant la loi travail, la police utilisait majoritairement des grenades de désencerclement et des grenades lacrymogènes et beaucoup moins les flashballs. Ils étaient utilisés, il y avait des blessés au flashball, il y avait moins de tirs à la tête aussi, moins de tirs visés. Donc c'était des blessures moins graves. Et petit à petit, pendant la loi travail, il y a eu une augmentation de la violence de la part de la police avec l'utilisation des canons à eau et de plus en plus de grenades. Et là, pendant les Gilets jaunes, on atteint des stades inimaginables où les flashballs sont utilisés par toutes les unités, y compris des unités qui ne sont pas formées au maintien de l'ordre et à l'utilisation des flashballs, ce qui provoque de graves blessures. Et puis, les tirs sont visés. On sait que sur les LBD, il y a des viseurs. Donc, quand ils tirent dans la tête des gens, c'est visé. Donc, ça pose aussi une question politique de quel est le message derrière tout ça, de tirer dans la tête des gens qui, certains, ont élu M. Macron. Comment est-ce qu'on a fait aussi pour en arriver là, à un point où tous les samedis, il y a des gens qui se font tirer dessus, parce que c'est le cas, et il faut le dire, c'est des tirs qui sont visés, et c'est aberrant, et c'est extrêmement angoissant de savoir qu'il n'y a plus de dialogue. Le dialogue, il est rompu, il se fait par des armes. C'est quoi la suite du programme, en fait? Alors, du coup, je me tourne vers vous, Lola Villabrogga, puisque vous avez été visé à la tête par un tir de flashball ou de lanceur de balles de défense, certainement. Ouais. Est-ce que vous en savez plus sur les circonstances? Est-ce que quelqu'un vous a donné des explications? Est-ce que vous avez cherché, ou vous allez chercher à en savoir plus? Non, pour l'instant, au niveau de la scène et des événements, juste avant moi, un peu plus loin devant moi, à une dizaine de mètres, il y a juste un homme qui a jeté une crotte de chien sur la police en criant « Attention, grosse merde ». Et le tir est parti 5 secondes après, quoi, et directement dans ma tête. Donc le premier tir... D'accord. Et pour l'instant, vous n'avez aucun lien avec les autorités Non. Donc c'était à Biarritz, en marge d'un déplacement officiel d'un ministre, oui, une manifestation sans violence. Vous n'avez aucun retour pour l'instant? Non, pour l'instant, aucun retour. On entend beaucoup de choses, mais voilà, pour l'instant, il faut faire une enquête et... On n'en sait pas plus sur les circonstances. Okay. Je vais revenir vers vous peut-être après, mais juste faire parler Madame Dominique Pontonnier sur la même question. Est-ce que vous avez compris ce qui est arrivé, en fait? Non. Alors, à votre fils, mais à vous aussi, à son frère, à leur cousin, parce que vous étiez en groupe? Donc on était en famille. Il n'y a pas que Gabriel qui a été blessé, mutilé, puisqu'il est quand même mutilé. Ça lui a atteint du haut du crâne jusqu'en bien en dessous du genou. Et aujourd'hui, il a subi 12 opérations, 6 entre visage et jambes et 6 de la main. Il y a eu son frère qui a été aussi blessé, qui a été aussi opéré et qui a eu du mal à se faire soigner parce que c'était difficile, parce que pour lui, c'était pas grave ce qui lui était arrivé, mon fils Florent. Et j'ai mon neveu qui, lui, refuse d'aller voir un médecin parce que ce qui arrive à Gabriel, on ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas qu'on puisse utiliser des armes de guerre en France en 2018, en 2019. On ne comprend pas. J'ai ma nièce qui a le tympan qui est écaillé. On ne comprend pas. D'accord. On ne comprend pas. Alors, peut-être
justement pour qu'on se réalise ce que ça veut dire être la cible d'une grenade ou d'une explosion, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Vous avez bien voulu nous confier la vidéo du moment, du drame, filmé par votre autre fils. Celui qui a été blessé au pied et à la jambe, pour lequel aussi il restera un débris dans la jambe. Pour Gabriel aussi, il lui restera des débris dans le crâne. Oui, je vous ai confié une vidéo. Alors, on va en regarder quelques secondes. Je préviens, c'est des images et du son pas faciles, assez durs. Donc si vous êtes sensible ou qu'il y a des enfants ou des jeunes personnes qui regardent, c'est peut-être le moment de baisser le son pendant 30 secondes. On va regarder 20 secondes de la vidéo pour voir à quoi ça ressemble et comment un accident, un drame comme ça frappe. Donc on est à Paris le 24 novembre dans une manifestation de Gilets jaunes. Alors on regarde. Oh putain, viens, il a plus de main, il a plus de main. Viens. Oh putain. Voilà, ce sont vraiment c'est une séquence difficile, mais il nous paraissait important aussi de montrer, pour faire réaliser ce que ça veut dire quand on parle de blessures comme ça. Vous nous avez confié que c'est difficile pour vous de revoir ces images-là. D'entendre le son, moi aussi. Moi, personnellement, je suis restée bloquée boulevard Roosevelt. Je suis toujours là-bas, en fait, à attendre, je ne sais pas quoi. J'attends. Ok. Je pense que, avec nos enfants qui étaient, avec mes enfants qui étaient présents, on n'a pas encore réussi à en parler ensemble. Parce que c'est trop dur. Parce que c'est trop dur et parce que Gabriel n'est pas sorti d'affaires et parce que c'est difficile, ouais. Bien sûr. C'est difficile pour lui, c'est difficile pour nous, c'est difficile pour notre famille, c'est difficile pour la famille un peu plus éloignée, c'est difficile pour nos amis, pour des collègues, c'est difficile pour un village, c'est difficile pour une région, c'est difficile pour tout le monde parce que c'est incompréhensible. Alors, Antoine Boudinet, vous avez été victime d'un événement à peu près similaire. Ouais, je sais exactement ce qu'il a vécu. Ce moment où effectivement on se dit j'ai plus de main, il a plus de main. Enfin, c'est 10 secondes où on se dit mais je vais me réveiller et c'est pas possible, c'est impossible. Le temps que ça prenne, moi le temps que je comprenne tout ça, j'étais déjà endormi, je me suis réveillé, j'avais plus de main quoi. J'avais plus rien. Effectivement, ces trucs réduisent en charpie les mains quoi. Enfin, ça ne laisse aucune chance de. C'est une boule de feu parce que quand on voit les vidéos, quand on les voit exploser sans personne autour, c'est une boule de feu qui fait à peu près cette taille-là, quoi. Enfin, on n'a aucune chance, effectivement, si on est à moins d'un mètre, de s'en sortir indemne. Et moi, j'avais pas vu cette vidéo et effectivement, ça m'a pas mal rappelé effectivement ce qui m'est arrivé. Et ça devrait pas exister. On ne devrait pas avoir à voir des images pareilles en France, enfin. Ou ailleurs même. Oui, exactement. Mais voilà. On peut peut-être rappeler que, en tout cas, la grenade qui a causé votre blessure, votre mutilation. Donc c'est une Gli F4. Moi, c'est une Gli F4, effectivement. C'est une grenade dite assourdissante, mais bon, c'est bien plus que ça. Contient aussi de l'explosif. Qui contient du TNT, que presque seule la France utilise encore, en tout cas pour des opérations de maintien de l'ordre. Ça fait partie de l'arsenal qui est déployé avec les flashballs, avec des grenades lacrymogènes. Il y avait eu une notice qui a été passée, effectivement, comme quoi ils comptaient arrêter d'utiliser ces Gli F4, mais qu'effectivement, ils allaient attendre qu'il n'y en ait plus, quoi. Enfin, de finir vider les stocks. Donc effectivement, quand on se dit qu'on est victime de l'écologie selon Macron, c'est peut-être un peu
Enfin, on l'a là, quoi. Parce que du coup, je l'ai plus là. Une ironie amère. Ouais, effectivement. Et donc vous avez décidé de porter plainte. Dans quelle, c'est quoi la démarche? Pour comprendre ce qui s'est passé, pour demander des comptes, pour faire entendre et avertir sur votre cas, pour dire que ça arrive aujourd'hui en France? Déjà, je dirais, pour pouvoir faire le deuil de ma main, il faut que je puisse me dire que ça n'a pas été pour rien, que ça a servi à quelque chose. Effectivement, si ça peut permettre... du coup, ça m'amène à mon deuxième objectif, qui est devenu mon principal, c'est de faire interdire ces grenades. Et espérons que je sois le dernier à perdre une main, qu'on soit les derniers à perdre une main sur ces trucs. Enfin, c'est... Parce que plus on serait... Enfin, on ne peut pas continuer à estropier en sachant qu'effectivement, on le sait. Je veux dire, c'est pas comme si on était et qu'il y avait moyen de remettre en cause ou quoi. Enfin, moi, effectivement, il y a des gens qui m'ont dit que c'était peut-être un explosif de manifestants manuel. En vrai, j'ai reconnu le cylindre, effectivement, de la Gli F4. Je sais que c'est ça. Et quand j'entends que ce sont juste des armes de défense, mais pour défendre qui? C'est ça le problème. Parce que là, ils défendent qui, effectivement? Parce qu'il me semble qu'à une époque, les forces de l'ordre étaient aussi appelées les gardiens de la paix. Et là, pour moi, les images que j'ai vues et l'explosion que moi j'ai subies, c'est pas la paix. Enfin, on est sur des images de guerre, on est sur des blessures de guerre. Même mon chirurgien lui-même me le dit. Ils ont dû faire venir le chef de service pour qu'il m'opère parce que les autres ne savaient pas comment faire. Parce que voilà, c'est des blessures qu'on ne voit pas. J'ai pas été coupé par un panneau électrique ou par... ça a explosé, quoi. Tout à fait. Alors, Lola Villabroga, est-ce que vous, comme votre voisin, vous vous dites il faut que j'aille porter plainte, ou est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez faire ou qui est en cours? C'est quelque chose qui est en cours. Du coup, j'ai une avocate et j'attends qu'elle m'envoie la plainte rédigée pour qu'elle puisse ensuite saisir le procureur. D'accord. Et après, il faudra attendre que... Tout à fait. C'est des démarches longues. Ouais, absolument. Alors, même question que pour Antoine, pour vous, quel est le but? Est-ce que c'est une démarche un peu d'acceptation ou vraiment c'est pour faire punir le responsable? Le but, très basiquement, c'est à but personnel déjà pour justement que ça a été un instant tellement violent et incompréhensible qu'il faut qu'il soit puni, qu'il y ait une justice. Donc ça c'est pour le côté personnel et après bien sûr pousser la chose beaucoup plus loin et au général quoi et faire interdire tous ces trucs qui mutilent et qui laissent des séquelles physiques ou traumatiques à vivre. Voilà, bien sûr, malheureusement bien plus que physique. Alors, je vous pose la même question, Dominique Pontonnier, sur la plainte. Est-ce que c'est une démarche qui est... si vous n'avez pas encore parlé en famille de l'événement, je ne sais pas si vous y arrivez. La plainte a été déposée, on est 7, puisqu'on était 7 de la même famille. C'est une plainte pour qu'on... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais... il nous est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose à mon fils qui avait choisi un métier. C'était pas quelque chose, c'était pas un conseiller d'orientation, c'était une passion. Et aujourd'hui, c'est un chaudronnier qui ne peut plus exercer. C'est quelqu'un qui, depuis l'âge de 16 ans, est apprenti, qui a le sens de l'effort, qui se levait tôt le matin, qui quelquefois marchait à pied pour aller au travail. Et ce n'est pas rien. Ce qui lui est arrivé, ce n'est pas rien. Moi, on a arrêté mon fils dans son élan, dans son avenir. On l'a arrêté, stop, voilà. C'est aussi une réalité. Et à un moment donné, il faut que les gens autour de nous sachent que ce qui nous est arrivé, ce n'est pas normal. Moi, au début, je pensais que c'était une grenade, une bombe antipersonnelle.
Enfin, voilà. Et vous savez quel est ce que c'était comme type de pour vous dire, je ne savais même pas ce qu'était une lacrymogène, bombe lacrymogène. Ouais, d'accord. Et vous savez toujours pas ce qui vous est au sens propre pour blesser autant de personnes en même temps, je ne pourrais pas vous dire du tout ce qui... je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est mon fils qui est mutilé, qui est blessé du haut du crâne jusqu'en bas, tout le côté droit. J'en ai un autre qui a été aussi opéré des 2 pieds et qui va aussi garder des choses dans le corps. J'ai un neveu qui a été blessé, j'ai une nièce qui a été blessée, j'ai ma fille qui perd ses cheveux parce qu'elle fait du psoriasisme depuis. On est tous sous médicaments. Voilà, la réalité, elle est là. Oui, on a porté plainte. D'accord. Alors, peut-être je me tourne vers vous, Anaëlle, sur quand vous entendez ça, est-ce que vous vous dites que vous allez poursuivre dans votre vocation de secouriste, de street medic, parce qu'on entend il y a des séquelles physiques, mais clairement aussi psychologiques, c'est un traumatisme réel. Les blessures, oui, laissent forcément des traumatismes parce qu'on touche à l'intégrité physique des gens et de ce fait, ça touche aussi la personne qu'on est intérieurement. Après, quand je vois ces images-là, malheureusement, c'est des images qu'en tant que médic, on est amené à voir. Et c'est vrai que c'est très compliqué aussi de revoir encore et encore parce que ça laisse des séquelles à tout le monde. C'est pas rien, ces images. C'est ultra violent. C'est des mutilations profondes et on pourra rien faire pour ça. Donc c'est dur à voir, de voir que les gens portent plainte. Ça fait du bien. J'espère sincèrement qu'ils obtiendront justice, qu'ils arriveront aussi à dépasser ce traumatisme parce que qu'on soit blessé, manifestant ou médic, on est tous impactés par ce qu'on voit, par ce qu'on vit, par ce qu'on entend. Et il va falloir apprendre à vivre avec ça. En tant que médic aussi, c'est pas toujours évident pour nous de faire face à ce genre de blessures parce que on ne sait pas faire. Tout à fait. Et puis vous êtes pas... ouais. J'ai eu la chance de ne jamais me retrouver face à ce genre de situation, mais je sais même pas. C'est tellement violent, ça ne devrait pas exister. Évidemment, toutes ces armes-là, elles ne devraient pas être utilisées, surtout pas dans du maintien de l'ordre. Mais maintenir quel ordre quand c'est des tirs qui sont visés, quand on s'est choisi de mutiler les gens? Tout à fait. On peut peut-être dire que vous êtes street medic, secouriste volontaire, mais vous n'êtes pas médecin. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas urgentiste. Je peux vous demander pourquoi vous avez choisi cette occupation pendant les manifestations? Moi, j'ai commencé pendant la loi travail dans les manifs lycéennes parce que justement, il y avait déjà des blessés bien moins graves, mais des blessés quand même, et personne. Donc moi, j'ai des diplômes de secourisme, et du coup, je me suis dit, mais on ne peut pas laisser les gens comme ça, avec des hématomes, avec des plaies ouvertes. Et du coup, j'ai rencontré les médics dans les manifs syndicales de la loi travail, et de ce fait-là, je suis devenue médic. Et j'aimerais me dire qu'un jour, il n'y en aura plus besoin dans les manifestations. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et entre le début de la loi travail et les Gilets jaunes maintenant, il y a eu de plus en plus de blessés, mais aussi de plus en plus de médics ou de gens qui viennent avec du matériel de premier secours. Et c'est à la fois très rassurant de savoir que les gens prennent conscience du danger que c'est, parce que clairement, aujourd'hui, il y a un danger quand on est en manifestation, mais aussi qui se soutiennent et des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, qui viennent nous apporter du matériel, que ça soit des compresses ou quoi. Ça fait plaisir, mais en même temps, ça fait peur de se dire que finalement, on va manifester, mais quelque part, on risque aussi notre vie et notre intégrité physique. Et quand Castaner dit qu'il n'y a pas de blessés, qu'il n'y a pas de violence, preuve en est, ouvrons les yeux, regardons ce qui se passe, et la réalité est tout autre que ce qu'ils disent. Allez-y, Je voudrais bien sûr. réagir effectivement quand Gabriel a été mutilé. Il y a un homme qui est arrivé et qui a ouvert son sac à dos, qui avait
Le temps que je calme Gabriel, lui a ouvert son sac à dos et il a sorti des compresses. Et effectivement, il a fait en sorte de pouvoir mettre des compresses sur la main de Gabriel. Il y avait quelqu'un d'autre. Moi, j'ai voulu faire un garrot parce que ce qui me paraissait le mieux. A priori, il ne fallait pas faire de garrot. Et heureusement qu'ils étaient là, en fait. Heureusement, réellement. Parce que, et c'est, à un moment donné, il y a eu cette aide et c'est comme si elle tombait. Je trouve que c'était exceptionnel ce que ce monsieur, réellement, ce que cet homme a pu faire et a apporté. C'était des compresses, c'était faire un soin. Et à un moment donné, il a dit bon, voilà, maintenant il faut bouger parce que c'est vital. Et c'était important, en fait, à un moment donné, qu'il puisse prendre le relais et qu'il soit là avec ses compresses. Et en même temps, il risquait peut-être, parce que pendant ce temps-là, il y avait encore des bombes lacrymogènes qui nous tombaient dessus. Il y avait des gens qui se courbaient le dos pour pouvoir, qui recevaient pour protéger Gabriel. On était et heureusement que cet homme, réellement, il était là et qu'il a pris. Et je lui dirai jamais assez merci, mais tout ce que je dois dire merci, mais lui, il a été le premier et merci. J'espère que le médic qui l'a pris en charge entendra votre message. Après, nous, on fait ça parce que finalement, c'est devenu nécessaire, en fait, d'être là et de pouvoir, pas soigner, mais juste apporter les premiers soins en attendant que des médecins puissent justement soigner les gens. Et voilà, après, oui, on ne fait pas ça pour la reconnaissance ou quoi. On fait ça parce que c'est devenu nécessaire et que c'est aussi important, je pense, en tout cas pour moi, c'est important de me dire que je peux aider des gens et pas leur sauver la vie, on n'a jamais juré cette prétention-là, mais ouais, de faire quelque chose pour que ça aille à peu près en attendant que ça puisse aller mieux, si un jour ça peut aller mieux. J'ai encore le jus, je vous en prie. Hein. Même si vous n'attendez pas de reconnaissance, acceptez qu'on puisse vous dire merci. C'est important. C'est important pour nous, pour ma famille, c'est important pour moi. Ouais, j'entends. Voilà. Ça me touche beaucoup. On est content pouvoir donner l'occasion de cet échange. J'ai encore une question pour vous, peut-être surtout pour vos proches, votre entourage. Est-ce que vos blessures ont eu une conséquence dans l'implication, dans le mouvement? Alors vous l'avez dit vous-même au départ, Antoine, vous n'étiez pas, vous ne vous identifiez pas au mouvement des Gilets jaunes. Finalement, ça vous a précipité dedans, j'ai l'impression. Oui, c'est-à-dire que là, effectivement, mais c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire toujours la haine, la colère, effectivement. Voilà, c'était. Oui, ils m'ont poussé effectivement à me révolter encore plus, à retourner dans les manifestations parce que j'avais arrêté d'y aller. Et oui, j'irai jusqu'au bout pour avoir justice et pour que toutes les personnes qui ont subi des choses similaires puissent avoir justice et puissent savoir que ça ne se fera plus et qu'il faut voilà, que ça va s'arrêter. Et vous-même, Lola, je ne sais pas si vous, du coup, vous suivez le mouvement ou si vos proches ou vos amis, quel a été l'impact, l'effet de cette blessure terrible qui vous arrive? C'est ça le truc, c'est qu'ils font du mal personnellement à une personne et ensuite c'est tout l'entourage qui subit un peu toute cette pression et la colère, elle se répand un peu partout et c'est vraiment être à vif et c'est difficile de gérer ces émotions et moi je ne sais pas trop ce que je ressens, si je suis triste ou pas ou si je suis en colère. J'ai juste des moments de lucidité où ça me met hors de moi, mais voilà, c'est ça, c'est le dégoût de tout ça pour l'instant. D'accord. Et je ne sais pas si vous souhaitez réagir ou si vous avez assisté à ça. C'est-à-dire que est-ce que en gros la violence entraîne une détermination plus forte, voire des envies de revanche? Je ne sais pas si vous souhaitez répondre. Pour moi, nous on est à penser nos blessés.
Donc on n'est pas, on est stoppé, on est à l'arrêt, on est les deux pieds dans le ciment, on est à penser nos blessés, on n'est pas, on se projette pas, on n'est pas dans la projection, on n'est pas, on est bloqué. Tout à l'heure je disais qu'on est bloqué boulevard Roosevelt. Là c'est une vraie réalité. On n'est pas du tout, non, on se projette pas. Okay. Vous souhaitez de repartir alors. Et vous, Annelle, je ne sais pas si vous avez assisté ou si vous avez déjà été témoin de réactions. Oui, généralement, passer la première phase où on ne comprend pas ce qui se passe, une fois qu'on voit la réalité, on est traversé par toutes sortes d'émotions qui sont compliquées à gérer et de démêler tout ce qui se passe. Après, oui, ça donne pour certains la force de se battre, de se dire que puisqu'il nous est arrivé ça, il faut se battre pour. Et c'est extrêmement important parce que, oui, ces armes, il faut qu'elles soient interdites parce que c'est beaucoup trop dangereux. Et ça fait plaisir de voir que les gens, malgré tout ce qu'on a pu leur faire, ils gardent, oui, cette envie de se battre, d'aller de l'avant et puis de mener leur combat, quel qu'il soit, que ce soit par le biais de la justice ou par les manifestations, de se faire entendre. C'est, je pense, ce qui est primordial et surtout de montrer la réalité de ce que ces armes provoquent et de qui provoque l'utilisation de ces armes aussi, parce que la commande de flashball qui a été faite pour Noël, elle n'est pas anodine. Une commande de flashball multi-coups. Voilà, des LBD 6 coups, 8 coups. Enfin, c'est quoi le but derrière tout ça? C'est de ne pas toucher une, mais 8 personnes à la fois. Enfin... Écoutez, on va s'arrêter là, puisque le temps nous est compté malheureusement, mais je vous remercie beaucoup d'être venu pour partager votre expérience et vos témoignages. Merci à vous.